Bonjour en tout cas à tout le monde. Euh, Bienvenue sur ce premier épisode de Sevenol de l'année scolaire 2023-2024. Donc, on a la chance d'avoir Joanne Patry qui nous vient du Canada, mais qui est chez nous, dans nos Cévennes, dans nos montagnes. Et donc, c'est un peu bizarre de faire un webinaire à distance alors qu'elle est là, à côté de nous. Mais voilà, ça permet à vous qui êtes plus loin d'en profiter. Donc voilà, donc bienvenue à Joanne qui va voilà, nous parler de choses passionnantes et juste voilà, bien vous rappeler d'être vigilant à vos micros, même si nous les animateurs, on a le super pouvoir d'éteindre un micro trop bruyant, voilà, donc en tout cas, soyez vigilants à ça. On a une feuille d'émargement, je l'ai mis déjà dans le fil de discussion. Donc voilà, si vous pouvez la compléter. Pour nous, c'est chouette de pouvoir aussi savoir qui est là. Et puis pour les collègues de l'enseignement agricole, en fait, c'est compté dans voilà, dans les formations, donc c'est important. C'est enregistré, donc sachez que du coup, en tout cas, une partie de l'épisode est enregistrée. Il n'y aura pas la deuxième partie où on va plus être dans l'échange. Donc, on aura une première partie plus théorique, voilà, où Joanne va vraiment nous exposer son propos, puis une deuxième partie où on échangera et on pourra voilà, voir comment ça résonne en chacun, les questions qu'on se pose, comment ça nous inspire, les liens que l'on fait avec nos situations. Voilà. Peut-être vous dire que donc Joanne va nous parler de l'apprentissage d'une agriculture interdépendante, écosystémique au Canada, avec inspirée d'une pédagogie issue des Premières Nations. Donc elle nous exposera ça plus finement. Et Sylvie, lui, voilà, la présentera mieux que je ne l'ai fait. Et voilà, je ne vais pas plus parler que ça. Les épisodes Sévenol, je pense que les personnes qui sont connectées connaissent un peu l'esprit, hein. C'est vraiment l'idée pour nous d'aller affiner, zoomer, explorer des nouvelles thématiques qui sont en lien avec ce que nous, ce sur quoi nous travaillons ici à l'Institut Agro à Florac. Donc voilà, ça nous permet d'aller un peu plus loin ou d'explorer des nouvelles thématiques et peut-être, pourquoi pas, en faire des stages ou aller plus loin dessus. Je me tais et je laisse la parole à Sylvie pour présenter Joanne. Et donc, bon épisode à tout le monde et bienvenue. Merci, Oran. Alors, je me trouve à côté de Johan parce que tout simplement, mon ordinateur fait grève. Mais dès qu'il a arrêté de faire grève, je repasse de l'autre côté. Alors du coup, moi je suis Sylvie Robert, directrice de l'Institut Agrocampus de Florac, et on a la joie aujourd'hui de recevoir Johan Patry à mes côtés, dans notre bureau même, et pour cet épisode Sévenol un peu particulier, à la sauce canadienne, j'allais dire. Alors, notre invitée du jour, elle a un parcours original. Non seulement, comme je viens de le dire, elle nous arrive tout droit du Canada, mais en plus, elle y vit et elle y travaille une ferme de 28 hectares, c'est bien ça? Et c'est dans l'Ontario. Et ça a son importance, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, il y a aussi autre chose quand même qui fait qu'elle est là aujourd'hui, c'est que son cheminement professionnel et personnel est riche d'expériences variées, de situations aussi multiples, accumulées tout au long de son parcours, qui font que néanmoins tout ça tourne autour de l'éducation et que ça nous intéressait de l'entendre, nous parler à travers son expérience de conseillère pédagogique aujourd'hui, mais avant tu as été formatrice, enseignante, je ne sais pas, tu nous diras le terme que tu veux qu'on emploie, pendant 23 ans, si je me souviens bien. À temps plein, voilà. Elle a aussi été chargée de projets scientifiques, tout ça en lien avec la vulgarisation auprès de jeunes. Donc toutes ces questions-là l'intéressent vivement.
Et elle a aussi développé de nombreux engagements associatifs. Tout à l'heure, on en parlait. Tu as initié Science on Stage au Canada. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on la retrouve aujourd'hui en France. Peut-être dans le champ des questions, on verra un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à Florac aujourd'hui. Alors, en tout cas, tous ces éléments lui ont fait porter son attention de plus en plus sur finalement comment apprend-on? Comment est-ce que petit à petit on chemine en tant qu'apprenant? Et du coup, cette approche-là, elle l'a croisée avec son ancrage territorial, son ancrage canadien, avec sa culture. Et c'est tout ce croisement-là qui nous semblait intéressant aussi à entendre aujourd'hui à l'occasion de sa venue parmi nous dans les Cévennes. Donc, on retrouve aujourd'hui Joanne dans un épisode de Cévenol qui est intitulé, alors là, je vais prendre ces mots parce que tu les as choisis avec soin, l'apprentissage d'une agriculture interdépendante, comme l'a dit tout à l'heure Oran, via une approche pédagogique située, inspirée des savoirs ancestraux autochtones. Tous les mots choisis par Joanne ont été choisis avec soin, comme je disais, et donc je vais lui laisser la parole pour que tu nous expliques un petit peu plus ce qu'il y a derrière, ce qui t'anime. Et voilà l'occasion de terminer ce petit mot d'introduction en souhaitant la bienvenue à Joanne dans les Cévennes et parmi nous. Oh. On va recadrer un peu. Oui, on va recadrer. OK, on va recadrer. Puis, je vais vous présenter aussi avec ça un petit PowerPoint là, que j'ai monté pour vous. Et puis, ben, donnez-moi 2 instants et quart. Je m'en vais partager mon écran avec vous pour qu'on puisse voir justement ma présentation PowerPoint. Alors là, est-ce qu'on peut me dire si on voit bien? On a les poules. C'est parfait. Là, on voit les poules, ouais. Voilà. Et là, on voit la Alors, vache. ben là, c'est ça. Moi, je me suis amusée à aller regarder qu'est-ce que vous aviez comme cheptel aussi dans le coin. Bon, ben si on avance, ben, d'abord, je veux vous dire Kwe. Kwe veut dire en fait bonjour en Anishinaabe-Mowen, OK? Et puis, comme j'ai dit, ça veut dire, si on dit Kwe, ça veut dire salut, OK? Alors, la façon que ça va se passer, la présentation, je vais commencer par ce qu'on dit mettre la table, c'est-à-dire donner certaines informations préliminaires. Après ça, on va parler de l'agriculture au Canada pour que ça puisse vous donner un peu une idée, là, comment ça fonctionne. Je sais que vous savez comment ça fonctionne ici en France, mais au Canada, ben là, on va pouvoir voir là, comment ça se passe. On va regarder aussi au niveau de l'éducation à l'agriculture au Canada, parce que ça aussi, je me suis aperçue à discuter avec les gens ici que c'est pareil et différent en même temps. Alors, on va voir ça. Là, on va rentrer plus au niveau pédagogique, c'est-à-dire la pédagogie. On va parler de l'approche par problème. Je fais un retour parce que vous allez voir que finalement, je pense que je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes justement dans l'enseignement. Vous connaissez probablement cette approche-là, peut-être pas avec le même vocabulaire, mais je vais vous montrer un tout petit peu pourquoi puis comment moi je la favorise pour vous emmener justement à une approche qui est inspirée de l'approche des Premières Nations, l'interdépendance en conception d'une activité, puis en apprentissage d'une activité qui s'appelle la 3, 4, 5 plus. Puis à la fin, on va parler de l'approche appliquée. Je vais vous donner un exemple pratique. Et pour finir avec une petite diapo qu'on va discuter un peu, puis là, c'est là qu'on va voir comment nos deux cultures vont s'affronter, qui s'appelle la meute de la faim. Alors, donc, je commence. On va mettre la table. Premièrement, ben, oui, j'ai un parcours atypique, OK? J'étais pas terrible à l'école. Je peux pas dire que j'avais des problèmes d'apprentissage, mais j'étais peut-être souvent dans la lune. Et ce qui fait que je vous ferez pas part de toutes les déboires, mais mon premier diplôme est en agriculture et c'est là que j'ai connu les succès. C'est là que j'ai découvert, j'avais à cette époque-là 19 ans, et que je me suis découvert et que j'ai adoré ça. Puis je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais l'agriculture, mais c'est que j'ai su que mon papa travaillait pour l'Office national du film du Canada et il fallait qu'il fasse un documentaire sur les coopératives agricoles au Canada. Et il m'avait amené avec lui. Et quand je me promenais avec lui, il m'amenait dans les fermes. Puis moi, c'était, ben, évidemment, j'ai adoré ça. C'était pour moi mon grand amour aussi, là, sans parler de mes enfants. Alors, ce qui fait que j'ai fait mon cours en agriculture, mais je me suis ramassée dans un bureau.
Et puis, les compagnies là, qui fabriquent justement les médications, des choses comme ça, des produits vétérinaires en agriculture principalement. Et ça a été le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'avancement pour moi dans cette place-là, que par hasard, je me suis ramassée en éducation. J'ai commencé à enseigner au niveau lycée, ce que vous appelez, non pas lycée, vous appelleriez ça collège, vous autres, et au niveau collège. Et là, c'est ça, j'ai découvert que ça aussi, j'adorais. Et bien là, j'ai été faire des études, je me suis recyclée, j'ai été faire ce que nous, on appelle un baccalauréat en enseignement professionnel, qui est une licence pour vous. Et cette licence-là, ben là, la mienne, elle était entre autres en agrotechnique. Mais je me suis quand même ramassée. J'ai passé 23 ans au niveau, là, je mets ça pluriel, collège, lycée, à enseigner les sciences, les maths, bio, chimie, physique et tout. Et surtout, un autre de mes passions qui est la technologie, c'est hein, l'ingénierie et tout. Alors, avec le temps, ben là, je me suis, oui, intéressée sur comment le cerveau fonctionne, parce que comment se faisait-il que j'étais pas très bonne avant, et soudainement, quand j'ai fait mon diplôme en agriculture, là, mes notes étaient au plafond. Là, j'étais comme, oh wow, comment ça se fait? Et j'avais à travailler avec des élèves en difficulté aussi. Donc, pour moi, ça a été important que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Fait que je me suis renseignée ici et là, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours en neurolinguistique, entre autres choses, pour savoir comment parler aux gens. Aussi, j'ai été faire une maîtrise pour comment organiser l'information et plus tard, j'ai fait un PhD sur justement l'organisation de l'information. Et puis, ben là, je suis devenue conseillère pédagogique. Et nous, au Québec, une conseillère pédagogique, c'est un peu comme vos inspecteurs, c'est-à-dire qu'ils vont dans les écoles, ils aident en principe les enseignants. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'ils... mais par contre, à la différence de vous, nous, on a les conseillers, on n'a pas comment je peux dire, d'autorité. Okay? Nous, on dit avoir des dents, mais on n'a pas d'autorité. Alors, là, je viens juste de perdre ma présentation. Comment se fait-il? C'est normal. C'est normal, c'est parce Ça que va je veux la revenir. voir, c'est parce que je veux la voir, là, pour pas être perdu, parce que là, le prochain élément, je voudrais la revoir. Tu vas nous parler de ton intention pédagogique. Oui, c'est ce que je veux parler, mais je veux la lire, fait que ça, je peux pas la lire parce qu'elle n'est pas là, je la vois pas. Est-ce qu'on va la revoir? Je peux-tu la revoir? Il faut que vous le repartagiez. Oh, really? Excusez-moi, vous allez voir, mon anglais va avoir tendance à Hein. ressortir des fois. Autant pour moi, j'ai arrêté le partage pour qu'on puisse. Voilà, OK. Alors, donc, moi, je fonctionne toujours par intention pédagogique. Pour moi, c'est très important lorsque j'ai une présentation à faire. Je me dis tout le temps, bon, à la fin, qu'est-ce que je veux que les gens qui ont assisté à ma présentation ou le cours que j'ai donné ou l'activité que j'ai faite, qu'est-ce que je veux qu'ils soient capables de faire? Alors, moi, ce que j'aimerais que vous soyez capables de faire, c'est de concevoir des activités en classe qui vont utiliser l'approche 3, 4, 5 plus que je vais vous montrer, qui est très simple dans le fond, et qui est en lien avec une problématique. OK? Ça peut être un projet. Alors, mais avant d'aller plus loin, parce que là, on va parler de savoirs ancestraux au Canada, je voudrais juste ajuster le vocabulaire entre vous et moi, parce que là, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Alors, lorsqu'on parle justement des Indiens, OK, on parle pas, nous autres au Canada, on ne parle plus d'Indiens, OK, on ne les appelle plus comme ça. On se souvient que quand Christophe Colomb est arrivé, ben là c'était des Indiens parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en Inde. Un autre terme qui est utilisé parfois avec des gens qui sont moins connaissants, amérindiens, hein, pour l'Amérique. On a un autre indigène ou indigenous, OK? Un autre qu'on entend des fois, c'est Native American. On va entendre aussi autochtone. Ça, c'est ce qu'on utilise le plus maintenant au Canada, OK? Fait quand on parle d'autochtone, on parle surtout justement des Premières Nations. Moi, j'ai un peu de misère parce que je sais que moi aussi, je suis une autochtone dans le sens que ben, je reste au Canada. Donc, vous autres aussi, vous êtes français, vous êtes des autochtones, vous êtes des gens de la place. Une chose que je ne vous ai pas dit, moi, je suis de descendance française française, puis ensuite aussi de descendance irlandaise. J'ai deux arrière-grand-mères qui ont fui les famines d'Irlande dans les années 1800. Et aussi, fin 1800, début 1900, j'ai une arrière-grand-mère qui, elle, était autochtone, indienne, appelez ça, là, bon, et qui était Anishinaabe. Alors, donc, j'ai quelque part dans mon sang, c'est quelques chromosomes qui vont avec ça. J'ai l'air plutôt, moi, je ressemble plutôt à une Irlandaise que d'autres choses. Alors, donc, là, pour ça, il faut s'entendre pour le mot autochtone. Fait que parfois, vous allez m'entendre dire autochtone, mais là, c'est ça que je veux dire.
de ces gens-là. Puis on va en parler un petit peu plus dans quelques minutes. On utilise aussi souvent le mot Première Nation. Fait que là, ça se peut que vous allez m'entendre dire Première Nation. Fait que donc, c'est aussi bon. Mais aussi, on a tendance à dire, là, puis là, c'est là qu'on dit Première Nation, Métis et Inuit. Puis je vais vous les expliquer. Première Nation, c'est ceux qui étaient là avant, il y a très longtemps, près de 23 000 ans. Et c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle les Premières Nations. Les Métis, en fait, sont les gens c'est des gens qui sont de descendance autochtone et européenne. Mais eux autres, ils sont surtout situés dans la région de Winnipeg. Winnipeg, c'est au Manitoba, c'est dans le milieu là, du Canada. C'est surtout pour cette région-là. Puis vous allez voir, le mot est écrit M majuscule. Okay? Fait que quand on parle des Métis, c'est ça. Mais dans un certain sens, moi aussi, j'en suis. Je suis un mélange de français, irlandais et aussi d'Anishinaabe. Puis quand on parle des Inuits, anciennement, les gens disaient que c'était des Esquimaux. On ne dit plus ça, les Esquimaux. Okay, là? Les Esquimaux veut dire mangeurs de viande crue. Mais c'est vrai, eux autres, dans le Nord, ils mangeaient de la viande crue, ils ne pouvaient pas faire cuire leur bouffe. Alors, ce qui fait que maintenant, on n'utilise plus ce mot-là, on les appelle les Inuits. Mais le fait qu'on se dit, oui, mais ils étaient là avant, c'était avant Christophe Colomb et tout, fait qu'on devrait les mettre dans la Première Nation. Mais selon certaines définitions, les Inuits, eux autres, ça fait seulement 5000 ans qu'ils sont là. De là, la différence entre les deux. Alors, ben là, vous comprenez pourquoi on va dire autochtone, pourquoi on va dire Première Nation. Okay? Alors, là, on va aussi beaucoup parler de ce qu'on appelle les nations fondatrices, qui sont reconnues au Canada. Ben, on a Première Nation métisse Inuit, on a la nation ensuite française et la nation britannique. On met ça dans l'ordre d'apparition des gens. Alors voilà, ça vous donne une petite idée, on a fait le tour. Donc, cette diapositive-là, je veux vous montrer qu'au Canada, en fait, l'agriculture, on est très diversifié. Très, très, très diversifié. On a des productions, évidemment, animales. Puis dans les productions animales, on a sensiblement les mêmes choses que chez vous. On a, nous aussi, les vaches, les moutons et tout, mais évidemment, pas nécessairement dans le même ordre de grandeur. Je regardais les Cévennes, vous êtes très moutons et chèvres, OK? Ben, nous, on n'en a pas tant que ça, des moutons et des chèvres. Par contre, on va avoir beaucoup de bœufs. On va avoir beaucoup de production laitière. On a aussi, là, si vous voyez, là, je ne sais pas si on peut voir ça, oui, ici à gauche, en bas, ben, on a beaucoup de production céréalière. Puis là, vous allez comprendre pourquoi. On a beaucoup de plantations, on plante des arbres, la foresterie, le maraîcher et tout. Okay? Alors, on est très, très varié au niveau de l'agriculture au Canada. Juste pour aller un petit peu plus dans les détails, je vais juste enlever quelque chose pour qu'on puisse se voir un peu. Là. Bon, si on regarde le Canada, qu'est-ce que ça a de l'air? Okay? Alors, pour justement vous donner une idée, le Canada, nous, là, on est considéré, on a 10 provinces, on a 3 territoires. Fait que là, les 10 provinces, c'est ceux qu'on voit en bas ici, là, OK? Et les 3 territoires, c'est ceux qu'on a en haut ici. Alors, on a ici, je vais les nommer pour vous donner une idée. On a ce qu'on appelle les maritimes, ça ressemble un peu à votre Bretagne. OK? Alors, la Nouvelle-Écosse, on a l'île du Prince-Édouard, on a Saint-Jean, on a Terre-Neuve et le Labrador. D'ailleurs, regardez, vous avez une île juste à côté, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça, c'est chez vous, ça. Fait qu'on a le Québec, OK? Donc, vous, la France, vous rentrez 5 fois. L'Ontario, OK? Juste pour donner une idée, là, quand on regarde les maritimes, là, ne sont pas 1 million toute la gang ensemble. C'est pas beaucoup de monde. Le Québec, on a bien dépassé le 8 millions. L'Ontario, on est 14 millions. Puis là, après ça, on a le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta. Si on regarde le Manitoba, je pense, sont 1,2 million, Saskatchewan, 1,2 à peu près. L'Alberta sont 4. Puis enfin, la Colombie-Britannique, eux autres aussi, c'est à peu près 4. Et quand je regarde les territoires du Yukon, territoire du Nord-Ouest, le Nunavut, c'est pas 1 million pour tout ce territoire-là. Juste pour vous donner une idée. Fait qu'au niveau de l'agriculture, bien là, l'agriculture, pour vous donner une idée un tout petit peu où on cultive, c'est ça que ça a l'air. On ne cultive, en fait, que le sud. OK? Parce que le nord, ben là, si les terres ne sont pas assez fertiles, on a beaucoup de montagnes. Ben, par exemple, ici, si je regarde le nord du Québec et de l'Ontario, ce sont ce qu'on appelle les Laurentides, le bouclier canadien, c'est de la roche. Okay? Pensez à vos Cévennes ici, c'est de la roche aussi, principalement. Mais quand on regarde Manitoba, Saskatchewan et l'Alberta, ici, ben là, c'est nos prairies. Okay? C'est là qu'il y a le fameux grenier du Canada.
Alors, c'est beaucoup de grains. Lorsqu'on arrive ici en Colombie-Britannique, ben là, c'est des rocheuses qui partent en Alaska, puis qui finissent, en fait, si on peut dire, dans le fond, au bout, en Amérique du Sud. On a les rocheuses jusqu'aux États-Unis, puis après ça, on se ramasse avec les Andes. Mais eux autres, entre autres, ils ont un peu de maraîcher, mais c'est beaucoup les produits de la pêche, okay, les produits de l'océan. Ça donne une idée. Alors, regardez bien, j'ai été chercher des statistiques pour vous. D'abord, tout ce qui est ministère de l'Agriculture. L'agriculture est sous la juridiction des provinces. Okay? Chaque province gère son agriculture, a son ministère. Par contre, on a quand même une espèce de... ça, c'est canadien, l'Agriculture et Alimentation Canada. Ça, ils chapeautent le tout. Mais par contre, eux autres, ils vont s'occuper de tout ce qui est import, export, sécurité alimentaire. Quand je dis sécurité, non, j'enlève le mot sécurité, on va mettre salubrité alimentaire, la santé et tout. Alors, donc, les inspecteurs de la viande, les aliments et tout, eux autres, c'est ça qu'ils vont faire surtout, mais ils ne vont pas aller se mêler de ce qui se passe sur le terrain, en principe. OK? Alors, la superficie totale du Canada, c'est 9,985 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est 18 fois plus grand que la France. Fait que là, imaginez imaginez là, d'un bout à l'autre, là, c'est 5000 kilomètres. Fait que si on part de Lisbonne, par exemple, ben là, on se ramasse l'autre bord de la Géorgie. Pour vous donner une idée là, de la superficie qu'on a. Fait que je vais juste vous faire un lien encore avec mon petit dessin là, sur la carte pour vous montrer où on peut cultiver. 78,7% du total de nos exportations, c'est vers les Royaumes-Unis, les États-Unis, puis le Japon. OK? Fait que ça veut dire que le restant, ça va chez nous. Ou ça va peut-être en France, mais pas beaucoup en France, quoi qu'on peut en parler longtemps. On peut parler du lait à un moment donné, puis des fromages. On a un peu plus de 89 000 exploitations agricoles sur 62,2 millions d'hectares en superficie, c'est-à-dire seulement 6,2% de notre territoire est cultivé. Fait que c'est pas tant que ça. Il reste de la place, OK? Mais à ce moment-là, il faut vraiment songer à quel genre d'agriculture qu'on veut faire. Parce que là, on est beaucoup en réflexion à ce sujet-là, surtout après la pandémie, parce qu'on a eu, nous aussi, des problèmes d'approvisionnement. Alors, il faut qu'on travaille de plus en plus vers l'autosuffisance, ce qui fait qu'on essaye d'augmenter la culture en serre. Là, pour le moment, et ça date de 2021, on a 30,7 millions de mètres carrés en serre et c'est en augmentation. Les différents ministères de l'Agriculture des provinces donnent beaucoup de subventions pour justement bâtir des serres. Puis là, il y en a différentes sortes. Puis si vous avez des questions, on peut en parler tout à l'heure. Au niveau de la production biologique, hein, on en parle beaucoup de ça. Alors, la production biologique, on aurait 5658 exploitations agricoles, qui est en fait seulement une proportion de tout ce qu'on fait. 3%, c'est pas beaucoup. Okay? C'est en croissance, ça aussi. Okay? Et enfin, puis quelque chose que je pense qui vous touche aussi beaucoup, ben, l'âge moyen de nos agriculteurs, ça ressemble à chez vous, c'est 56 ans. Alors là, c'est là que j'en viens à les enjeux qu'on a à vivre, nous autres, au Canada, puis vous allez voir ça chez vous, c'est pas mal pareil. OK? Ben, le climat. OK? Nous, le climat, bien évidemment, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, il fait tout. Puis là, ben, on embarque avec, je parle des conditions climatiques. On a, oui, des changements, mais là, je pense qu'on est rendu dans les conditions climatiques. On sait qu'on change. OK? Alors, on a aussi tout ce qui est en rapport avec la gestion de l'offre et de la demande, les quotas et tout. Nous, on fait affaire, par exemple, avec les États-Unis. Alors, évidemment, là, on a des produits qui vont aux États-Unis et l'inverse aussi. Il y a des taxes quand ça passe les frontières. On a une entente spéciale avec les Mexique, États-Unis, Canada, qu'on a eu ça pendant longtemps. Quand Trump est arrivé, il a tout démoli. Il a fallu recommencer à faire l'entente. On a perdu des plumes, malheureusement. Et puis, avec Trump là, qui parle de revenir, il veut refaire l'entente encore une fois. Alors, donc, tout ce qui est offre et demande, puis là, je vais parler justement des fromages de France. Mais là, on a des ententes avec la France aussi. OK? Alors là, nous, dans un certain sens, youpi, parce qu'on se dit on va des beaux fromages français, moins chers. Mais par contre, nos agriculteurs, nos maîtres fromagers, la production laitière ne sont pas très, très contents de ça. Hein? Fait que vous voyez, c'est quand même assez délicat. On a un problème de relève. Tu sais, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait 56 ans comme moyenne. Fait que la relève, ben, c'est pas tout le monde là, qui se précipite en agriculture. Parce qu'il y a beaucoup de pré- et méconception en rapport avec ça.
okay, l'agriculture, parce que beaucoup, les jeunes ont tendance à penser, ben, l'agriculture, c'est traire des vaches puis être pris pendant 3 fois par jour à traire des vaches, ou 2 fois, puis ça prend une force physique forte. C'est pour ça on travaille beaucoup. Moi, c'est pour ça que je fais du travail avec certains organismes. La rétention de nos agriculteurs, on en a qui y vont, mais des fois, ça arrive, ben, ils ne sont pas capables, ils lâchent, ils démissionnent. Mais je sais qu'il y a des programmes, tranquillement, pas vite, qui se développent. Moi, je vous recommande, si ça vous tente, là, Radio-Canada ont une émission à toutes les semaines qui s'appelle La Semaine verte. Et ils parlent justement comment ça se passe, l'agriculture au Canada, l'environnement, mais aussi ailleurs sur la planète. Puis ils expliquent des programmes très intéressants, je trouve. Ça s'appelle donc La Semaine verte. Ils en sont à leur 53e saison. Alors, le moral des troupes, OK, c'est dur pour les agriculteurs. On a un taux de suicide alarmant. Et aussi, là maintenant, il existe ce qu'on appelle des travailleurs sociaux, mais pour les agriculteurs. Nous autres, on a ça au Québec. On appelle ça des travailleurs de rang. Des rangs, ben, c'est des chemins qu'on avait. Et puis, fait que des travailleurs de rang pour justement venir supporter les personnes, les agriculteurs. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec l'accès aux ressources. Vous avez les mêmes problèmes. Ressources financières, ressources en matériel. Acheter un tracteur aujourd'hui, ça coûte une fortune. Avoir accès. Puis là, avec tout ce qui se passe sur la planète, des guerres que vous connaissez, je n'entrerai pas dans le détail, mais ça affecte toute la chaîne au complet. Là. Et je ne dis pas la chaîne alimentaire, mais c'est tout ça, toute la grande chaîne. Et bien là, j'en viens justement à la fameuse chaîne agroalimentaire. Encore là, c'est oui, j'ai des produits, je les vends où, je les vends à qui, ou je les achète de qui et tout. Fait que tout ça aussi, c'est quelque chose. Puis moi, je sais que vous avez aussi des problèmes au niveau entre l'agriculteur, le producteur puis le distributeur, OK? Les grosses chaînes d'épicerie et tout. Alors, c'est pas facile à gérer. Et en fait, aussi, il y a aussi la proximité des marchés. Nous, les marchés peuvent être très loin, là. Vous avez vu le Canada, 5000 km, là. Alors, donc, on a ça. Donc, on va parler aussi, ben, comme vous, de circuits courts. On va parler de marché, là, excusez-moi, de marché fermier. En anglais, on dit farmer's market. OK? Puis là, moi, j'adore ça, venir en France ici, parce que vous en avez beaucoup. Vous en avez presque partout. Et puis, c'est très varié. OK? Nous autres, ben, ça commence tranquillement, pas vite, là, à le faire. Et ensuite, ben, il y a tout ce qui est accords internationaux. Fait que ça aussi, ça va affecter, nous, entre autres, le grain. Beaucoup, beaucoup. Ça va affecter beaucoup où va aller notre grain, puis combien nos agriculteurs vont en avoir. Alors, donc. Du coup, peut-être, ouais, je fais une petite transition. Vas-y. Parce que maintenant que tu as un peu posé le contexte, oui. Ça nous permettra de rentrer un petit peu sur la partie qui intéresse certainement aussi nos participants. Oui. C'est-à-dire comment toi, tout ce contexte-là joue sur effectivement l'éducation et la formation à l'agriculture et quels enjeux il y a en lien avec la formation à l'agriculture. Oui, en effet, en effet. Et du coup, les méthodes que tu mets en place. Là, mon écran vient de fermer. Alors là, je ne peux pas avancer, je suis désolée. Je vais parler en effet de l'agriculture, l'éducation à l'agriculture. Je sais qu'ici, tout ce qui est en rapport avec l'éducation à l'agriculture relève du ministère de l'Agriculture. Dans notre cas, c'est sous juridiction provinciale. Ce sont les provinces qui gèrent ça au niveau des ministères de l'Éducation. Alors, ils ne sont pas reliés directement au ministère de l'Agriculture. Ils vont se jaser, on devrait se parler, OK? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On est vraiment ces deux entités séparées. Puis, juste pour vous montrer les différents niveaux qu'on a au Canada, parce que ce n'est pas nécessairement pareil partout, dans toutes les provinces, on a ce qu'on appelle un niveau apprenti. OK? Ça, c'est les 16 ans plus. Fait que là, moi, je vous ai mis les âges, OK? Parce que les vocabulaires sont différents de chez vous. Écoutez, non seulement sont différents entre vous autres et nous autres, et nous, entre les provinces, sont différents aussi. Fait que là, j'ai essayé d'être plus général. Donc, on va là avec les âges, OK? Un niveau apprenti. On a un niveau qu'on appelle de formation professionnelle, OK? Qui appelle maintenant un diplôme d'études professionnelles. On a ça. Puis ça, il y en a dans toutes les provinces. Donc, on s'entend, il y en a dans toutes les provinces. La plupart de ces écoles-là vont être souvent dans des régions qui vont être très agricoles. Autant que possible, ça peut, évidemment. On a aussi ce qu'on appelle, nous, on appelle ça le niveau collégial, okay? Qui est le lycée avancé, je te dirais, la terminale, à peu près, quelque chose comme ça. Ça, c'est 17 ans, OK, et plus. Ça, le niveau collégial va être sur 2 ou 3 ans. Là, encore là, ça dépend de la province. On a finalement ce qu'on appelle le niveau universitaire. On a 3 cycles. Le baccalauréat, que vous appelez la licence, la maîtrise, le master et le doctorat. Puis encore là, dans le doctorat,
tu vas avoir un doctorat qui va être juste le doctorat, mais tu vas avoir aussi un PhD, c'est-à-dire qu'on fait une recherche. Okay? La personne recherche. Et ça, habituellement, à moins que ce soit un petit génie, c'est 18 ans et plus. Okay? Fait que ça vous donne une petite idée. Là, je voulais vous montrer aussi une autre chose, c'est qu'on essaie d'encourager justement les jeunes à aller en agriculture. Et on a un organisme au Canada qui s'appelle Agriculture en classe, Agriculture in the Classroom. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient justement d'encourager les élèves à apprendre ce que c'est l'agriculture et aussi les carrières. Alors, chaque province est attachée à agriculture en classe et puis, ben, ils en profitent justement ils ont chacun leur programme. Moi, je travaille par exemple avec un organisme en Ontario qui s'appelle AgScape et on fait de la vulgarisation concernant le monde de l'agriculture, de l'alimentation et des carrières parce qu'on veut essayer d'intéresser le plus de jeunes possible à ça. Alors, je poursuis. On arrive avec l'approche par problème. OK? Puis là, ben là, j'ai trouvé une belle photo. Je l'ai trouvée tellement géniale. OK? Et puis, ils sont quand même drôles, les cochons. Ils sont drôlement faits. Mais encore là, c'est quand même un modèle d'ingénierie, un cochon. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on en parlera plus tard. Donc, on fait un petit retour. Une des choses qui est bien importante, c'est de regarder, ben, c'est quoi votre approche à vous? Est-ce que votre approche est une approche liée, comment je veux dire, dans une vision d'apprentissage ou dans une vision d'enseignement? Nous, on appelle ça des paradigmes. Jusqu'au début des années 2000, on appelait ça, nous, c'était le paradigme de l'enseignement. C'est-à-dire, l'enseignant est en avant, les élèves sont en rang et l'enseignant fait juste défiler plein de connaissances. Dans le paradigme de l'apprentissage, c'est le contraire. OK? Oui, le prof prépare des choses, mais les élèves sont en action. Les apprenants sont en action, sont pas, passifs. Ils doivent être très actifs. Ça nous demande à nous, les enseignants, plusieurs choses. C'est d'être très préparés, autant que possible se peut, évidemment, mais aussi, ce qui est difficile pour nous, c'est pour nous de dire, de les laisser prendre des décisions, de faire des choix, puis de les laisser réussir, puis de les laisser échouer, mais d'être là pour les aider. Moi, je me vois plus comme une espèce d'entraîneur, un coach. Okay? Autre chose aussi, dans différentes les approches à regarder, est-ce qu'on a une approche déductive ou une approche inductive? Une approche qui est en lien avec le déductif, bien là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on donne des cours, on donne la matière, on donne la théorie, les concepts, les savoirs, blablabla, savoir-faire, OK? Puis après ça, on soumet une problématique, puis là, à partir des savoirs qu'ils ont, ils règlent la problématique. Le mode inductif, bien là, ce qu'on sait, c'est qu'on leur lance la problématique. S'ils ne savent pas c'est quoi, c'est pas grave. Après, ben là, on va aller se renseigner. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Puis moi, je sais qu'à l'Université du Québec à Montréal, ils ont un programme en biologie pour la licence. C'est le cours, la licence au complet, c'est ça que c'est. On donne une problématique et là, les élèves sont obligés, à l'aide de l'enseignant, évidemment. Il n'y a rien qui nous empêche de donner des petits cours, des choses comme ça, pour en venir à une solution. Les deux, déductif ou inductif, on arrive à une solution. Par contre, dans l'inductif, le jeune est beaucoup plus impliqué, l'élève est plus impliqué. Okay? Et puis aussi, dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. La vraie vie nous donne un problème. Okay? C'est rare qu'elle va nous préparer à un problème, la vie. Fait elle va nous frapper, puis c'est après, bon, ben, OK, qui est-ce que je peux faire? Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je vais avoir tendance à favoriser un peu plus. Aussi, là, c'est ça, c'est enseigner les mains dans les poches. Parce que quand on enseigne, évidemment, on travaille pour tout préparer. Mais rendu en classe, nous, là, il faut qu'on se force à rien faire. OK? C'est pas facile, parce que des fois, on veut intervenir, tout ça, mais il faut avoir la patience de les laisser réfléchir. Et c'est là que, moi, en tout cas, c'est drôle à dire, c'est là que j'apprends le plus. Parce que je les regarde réfléchir, j'essaie de suivre, j'essaie d'anticiper pour voir. Puis là, des fois, ça peut arriver que moi, j'ai pas plus la solution. Ben, OK, je ne sais pas, on va aller regarder. Et où est-ce qu'on pourrait regarder? OK? Mais on est là pour les accompagner. Évidemment, on essaye de prévoir tous les imprévus, mais un imprévu, ben, c'est imprévu, c'est pas prévu. Alors ça, justement, je pense que ça va faire tout à l'heure, je fais une petit coucou aux gens qui sont là avec nous, parce que je pense que ça va amener certainement des réactions, oui. Des questions ou des échanges de pratiques, parce que ça doit certainement parler à ceux qui sont autour de l'écran, d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà, mais je te laisse continuer. OK, je continue. Fait que si on regarde l'approche par problème, puis j'ai trouvé, parce que quand nous, on a eu une grosse réforme au début des années 2000, parce que c'était beaucoup orienté maintenant sur des compétences. Développer des compétences chez des gens, développer, oui, puis là aussi, c'était le sport qui était
comment est-ce qu'on évalue une compétence, et ainsi de suite. Mais déjà dans les années 90, on commençait à parler de l'approche par problème. Alors, la définition, pour qu'on s'entende tout le monde, là, OK? Puis à part de ça, j'ai trouvé ça, ça vient de l'Université de Lorraine. C'est une méthode d'apprentissage qui est basée sur le principe d'utiliser des problèmes comme point de départ pour l'acquisition et l'intégration de nouvelles connaissances. Fait que ça, c'est ma méthode inductive. OK? Alors, donc, moi, on va partir avec ça d'abord. Donc, moi, j'ajoute que lorsqu'on fait justement une activité, il faut mettre en valeur des repères dits culturels. Mais on s'entend, là. Moi, je ne parle pas là, culturel là, des artistes, les peintres et les sculpteurs. Non, non. C'est qu'il y a une culture aussi. Fait que lorsqu'on fait une activité, on essaye d'y donner un petit aspect, une petite information historique, OK? Au niveau de la société, en quoi ça va affecter la société, au niveau technologique. Et dans notre cas, au niveau autochtone. Fait que maintenant, quand je travaille avec des enseignants et on construit ce qu'on appelle des situations d'apprentissage, je leur demande d'avoir un lien, même si c'est juste une phrase, il faut aller chercher là-dessus, puis surtout les Autochtones pour faire, bon, OK, nous, on fait ça de même, mais eux autres faisaient comment? OK, comment? Par exemple, moi, j'en ai une activité, les couches, OK, les couches pour les enfants. On a beaucoup des couches jetables. Mais quand moi, j'étais jeune, c'était des couches en coton. Mais là, les Autochtones, ils faisaient ça comment? Alors, ben, c'était du lichen, de la mousse qu'ils prenaient, OK? C'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas obligé de commencer à faire une dissertation. C'est juste que ça permet à l'apprenant de faire des liens avec sa vie, son quotidien en même temps. Et une autre chose aussi que, je ne sais pas, vous avez sûrement vécu ça, c'est l'imputabilité des apprenants envers les autres apprenants. Quand j'apprends, je ne suis pas seule. OK? J'apprends, j'ai d'autres personnes. On a remarqué que les humains, on apprend mieux lorsqu'on est en bande. OK? Vygotsky et puis d'autres ont appelé ça le socio-constructivisme. Mais l'affaire, c'est que c'est très important que chacun, dans une équipe, mais vous le savez, vous avez travaillé avec des équipes d'apprenants et il y en a qui travaillent très fort, puis d'autres qui attendent la fin pour la récréation. Alors, mais là, c'est ça, c'est très important que chaque apprenant dans une équipe soit imputable de l'autre pour la réussite d'un projet. OK? Puis là, je m'en viens tranquillement pas vite vers la meute de la fin. OK? Parce que là, justement, il faut être en bande parce que si on veut que notre projet réussisse, ben, il faut que chacun y mette l'épaule à la roue. On va dire ça comme ça pour être un peu. Alors, là, je m'en viens pour vous expliquer justement la fameuse approche 3, 4, 5 plus. C'est inspiré, en fait, des travaux de Diane Campo. J'ai travaillé avec elle lorsqu'elle a fait son PhD. On a fait des activités. Et puis, parce qu'elle essayait de comprendre, mais c'est comment est-ce que les Autochtones apprennent, puis eux autres, c'est sur le terrain. Et puis, elle avait fait un lien aussi avec les sciences. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Et puis, à travers ça, là, justement, elle a essayé d'observer comment eux, ils enseignaient à leurs enfants. Alors, on trouve ici la méthode 3, 4, 5 plus. Ça peut être plus complexe, mais là, on peut s'arranger pour que ce soit le plus simple possible. Donc, pensez à ça. Là. Dans l'approche 3, 4, 5 plus, vous voulez concevoir une activité. Donc, ce qu'il faut avoir, il faut que dans cette activité-là, on a les 3 dimensions. Vous savez, hauteur, largeur, tout ça, et bon. Et en fait, il faut que les gens se déplacent. Il faut qu'ils bougent. OK? On va avoir des fois ici ce qu'on appelle la pédagogie du lieu, place-based pedagogy, c'est-à-dire qu'on travaille à partir du lieu où on se situe. Je reviens encore là à faire des liens. On peut faire des liens avec où on se situe, avec notre quotidien, puis ce qui est très important, la communauté. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des commerçants, d'aller voir l'industrie du coin, si ça peut nous aider. OK? Alors, ensuite, l'autre chose aussi, eux autres, c'est les 4 éléments. On les connaît aussi ce côté ici de l'Atlantique, qui est l'eau, la terre, le vent et le feu. Et moi, c'est là que j'avais discuté avec Diane. Je disais, moi, je mettrais là-dedans la matière. Ce qu'il faut, c'est que durant une activité, OK, les gens se déplacent, ils font des choses, mais il faut qu'ils travaillent avec de la matière. Il ne faut pas que ce soit quelque chose papier-crayon ou ordinateur et stylet, là. C'est pas ça. Non, 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 ils travaillent avec de la matière. Il y a de la manipulation dans ça. Ensuite, si on regarde maintenant le 5, OK, ben, c'est les 5 sens. 5 sens, mais c'est assez facile, les 5 sens. Hein? Si on se dit, ben, tout ce qui est visuel, hein, ben, on leur montre des choses, auditif, on discute, on parle. Le kinesthésique est lié aussi, on bouge. Il faut que ça soit affectif. Il y a quelque chose, il y a une émotion là-dedans. Il y a une énergie. Quand on arrive à l'olfactif, le gustatif, là, c'est pas facile.
Là, je dois avouer là, que moi, j'ai eu à me casser la tête pour comprendre comment je fais. Puis là, j'ai découvert, ben, à ce moment-là, quand je fais justement une situation d'apprentissage, je m'arrange pour qu'il y ait une petite collation, un petit goûter, un petit quelque chose. Parce que vous le savez, hein, manger, c'est social. Alors là, si on est capable justement de faire une activité, qu'on a un moment où on mange, ben, c'est intéressant. J'ai eu justement à concevoir une activité pour des tout petits de 3-5 ans sur les oiseaux. Et évidemment, j'avais tous ces éléments-là, mais là, j'étais comment je fais pour les faire manger? Et finalement, ce qui a été décidé, on a mangé des graines de tournesol, des graines de sésame, des graines de potiron, mais les élèves étaient obligés d'utiliser des pinces à écharpe, comme les petits becs, les becs des oiseaux. C'était tordant. On a eu du plaisir. Mais ils s'en souviennent, parce que c'est ce qu'on veut aussi, c'est un apprentissage qui est durable. OK? C'est ça qu'on veut. Puis, justement, une approche comme ça, c'est ça qui nous amène à la durabilité. Puis là, j'arrive avec le plus. Chez, justement, Première Nation autochtone, au niveau du plus, c'est lié à la spiritualité, OK? Mais la conscience. Mais là, on va faire une séparation de spiritualité et religion, OK? On en discutait justement l'autre jour avec des amis. Beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est animiste. Non, non, ils ne sont pas animistes, eux autres, OK? Oui, ils ont le créateur, c'est-à-dire une force qui a créé. Eux autres, c'est comme ça. Il n'y a pas de visage, rien. Mais les animaux, ils se servent des animaux comme source d'inspiration. OK? Par exemple, un ours, ben là, l'ours, il est fort. C'est un omnivore aussi. Il est fort et tout. Et des animaux, ils apprennent des choses. Donc, ils observent beaucoup les animaux. Ils observent beaucoup aussi la nature, les arbres. Là, je reviens à la pédagogie du lieu. Alors, c'est très important de lire son territoire. OK? De lire le territoire, lire où on est. Même si c'est une cour d'école, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'une cour d'école. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre, même d'une classe. OK? Fait que là, c'est pour ça que moi, j'amène au niveau de l'interdépendance. Il faut montrer justement la dépendance de plusieurs secteurs. Puis là, je vais vous donner un exemple après, vous allez voir. L'interdépendance, justement, c'est pour ça que j'ai dit interdépendance en conception et en apprentissage. Fait que la conception, ça appartient justement au concepteur, l'enseignant, puis l'apprentissage, ben, à l'apprenant. Okay? Puis on est interdépendant. Parce que ce que la personne apprend va m'affecter, moi, je vais affecter la personne. Puis on va affecter notre entourage. Je reviens encore. C'est très important le fait que si on veut qu'un projet réussisse, il faut qu'on se mette ensemble. On est tous dépendants des autres. Puis souvent on va parler par exemple d'interdisciplinarité par rapport à la multi ou la pluridisciplinarité. L'interdisciplinarité amène justement à résoudre un problème dans lequel on a besoin de plusieurs disciplines pour le faire, comparativement à quelque chose qui est multi ou pluri, que il y a plusieurs disciplines qui sont là, mais ils ne vont pas nécessairement s'entraider. OK? Je n'embarquerai pas dans les autres types de disciplines. Et puis, ce que je veux vous montrer aussi, ça, c'est la roue de la médecine qu'on appelle. C'est un symbole. On s'entend, c'est un symbole, c'est pas religieux. Et c'est quelque chose, c'est justement pour montrer un tout petit peu cette espèce d'interdisciplinarité. Oh, désolé, ça a sauté. Par exemple, le nord, vous remarquerez la couleur, c'est le grand bison, hein, le nord, et la terre, ça représente la terre, l'hiver et la nuit. Puis sachez que les bisons, là-bas, surtout dans les prairies, c'était surtout ça qu'ils bouffaient, là, les gens. Ce qu'ils mangeaient, c'est très puissant. Puis le bison, il mangeait tout du bison. Okay? On a l'ours au niveau ouest, on a l'aigle, on a le sud aussi avec le loup que j'ai parlé tout à l'heure. Okay? Parce que le loup, évidemment, le loup, nous autres, ça peut être important. Donc, si je vais continuer, et que là, je sens qu'il y a des gens qui ont des questions, mais je vais quand même continuer. Je vais être là après. Fait que je veux donner un exemple pratique. OK? Voici un exemple pratique général. OK? Là, si vous voulez avoir des détails, on peut embarquer là-dedans plus tard. Mais un exemple pratique de l'application chez vous en agriculture, si vous êtes un prof, par exemple, en agriculture. Alors, donc, supposons qu'on a un monsieur Mathurin qui possède une ferme laitière, okay, qui est sur 70 hectares, où il élève des vaches qui sont en lactation. Là, c'est 625 qui sont en train de traire là. Okay? Alors, voulant la transmettre à sa relève, la ferme, il désire la convertir en ferme biologique. Comment doit-il procéder? Okay? Donc, votre tâche à vous, c'est de présenter à l'agriculture un plan sur 3 ans. Moi, je veux juste vous dire que quand moi, j'ai fait mon diplôme en agriculture, d'ailleurs, le projet final, qui durait toute une année, fallait que je présente un plan sur 5 ans à un agriculteur réel, puis prendre une ferme réelle. Il fallait que vraiment, là, c'était la vraie affaire.
Mais avec tous les plans que je faisais, ben, c'était à l'agriculteur de décider. C'est un agriculteur âgé, fait qu'il n'a pas nécessairement pris mes recommandations. Par contre, quand son fils a pris la ferme, ben là, on a vu les recommandations se faire appliquer. Alors, si on regarde justement notre 3, qu'est-ce qu'on peut faire pour 3? Ben, on peut faire la visite du site de la problématique. Aller à la ferme de M. Mathurin. OK? Faire des manipulations, là. Allez voir comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle les bottes sur le sol. Les Anglais disent boots on the ground. Okay? C'est-à-dire se rendre sur place. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais si on le fait, ben, allez sur place, allez voir. Ça, c'est nos 3 dimensions. Ensuite, les 4 éléments, ben là, on manipule, on analyse les équipements, on analyse les matériaux, les cultures impliquées, okay? La matière avec laquelle notre agriculteur travaille. Voyons, pourquoi ça fait ça? Excusez-moi, là, il y a comme sauté à l'envers. OK, les 4 éléments, je viens de le dire. Là, ensuite, les 5 sens. Comment nous, moi, le prof, que je vais organiser ça pour que ça fonctionne pour les 5 sens? Bien, à ce moment-là, la vue, on va donner des explications, on va avoir des documents, on va visiter. La visite aussi, c'est très visuel. L'auditif, ben, on va donner des explications orales, des discussions de groupe très importantes. Il y a des recherches qui ont démontré que faire discuter justement des apprenants, ça aide à favoriser une réussite plus tard. Puis j'ajoute des présentations, pas des présentations du prof, là, ça peut être des présentations des jeunes, OK, des apprenants. Là, je reviens encore, le prof, là, il se tient en retrait, il a les mains dans les poches, OK? Je reviens encore, les présentations, bien là, l'imputabilité hein, des apprenants, parce que là, ils font ça en équipe, puis là, on peut embarquer là-dedans, là. Moi, j'ai des techniques un peu qui peuvent aider, là. Les kinesthésiques, bien, la création, on peut leur demander, par exemple, de créer un modèle 3D de la ferme qui présente la solution. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Okay? Autre chose aussi, l'olfactif et le gustatif, bien là, on peut à ce moment-là aller goûter ce que la personne produit. Okay? Comment elle produit ça. Même le blé d'Inde à vache, le maïs à vache, il y a beaucoup de choses. On ne vous demande pas de goûter un fertilisant, mais c'est quoi qui est produit? OK? Donc, les 5 sens. Mais aussi, il n'y a rien qui empêche la classe, ben, on va faire un goûter ensemble, on s'en va manger ensemble. OK? Et aussi, ça peut être dehors. Pas nécessairement en classe ou à la cafétéria. Ça peut être dehors. Une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est de faire ça en cercle. Hein? Ça dépend combien on est dans la classe, évidemment. Et enfin, le plus. Hein? Là, on peut parler, faire des discussions sur l'interdépendance de la problématique avec son milieu. Fait que le monsieur Mathurin, là, OK? Puis j'ai justement, c'est quoi sa problématique au niveau physique? Son 70 hectares, excusez-moi, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, là, 70 hectares? Est-ce qu'il est en pente? On en a parlé tout à l'heure, Sylvie et moi, qu'il y a des endroits que les terres ne sont pas nécessairement les meilleures. Alors, donc, physique, social, parce que maintenant, c'est très important, le social. Tu sais, j'ai parlé un peu plus tôt du moral des troupes, hein? Bon, au niveau commercial, ça s'en va où, là? Où c'est produit? Le niveau aussi psychologique, éthique, affectif, j'ajouterais aussi familial, OK? Et ça, pas juste à la fin, lui, à différents moments, OK, durant l'activité. Il ne faut pas toute cette interdépendance-là, il ne faut pas juste en parler au début ou au milieu. Non, non, il faut que ça fasse partie de la trame. Ça va? Ça va toujours, Sylvie? Ça va? Ça hein? va toujours. Excellent, excellent. Bon, alors, je veux revenir à la meute de la faim, OK? Puis là, je sais qu'ici, je parle des loups, tout de suite, les gens sortent leur carabine. Chez nous, ce qu'on fait, on parle des loups, puis on est amenez-en, on en veut. Parce que ce qui est arrivé, c'est quand les Européens sont arrivés, je suis désolée de dire les Européens, c'est parce que c'est tout ça, bien, ils sont arrivés, il y avait peur des loups. Je pense qu'il y avait le complexe du chaperon rouge, là. Et puis, ce qui fait qu'ils se sont mis à abattre les loups. Mais là, on a un problème maintenant, nous autres, c'est que là, on a trop de chevreuils, on manque de prédateurs. Mais moi, en fait, ce que je veux vous dire, c'est la meute. Okay? La meute, en fait, c'est un groupe d'individus, que chaque individu a son importance dedans, quel que soit son rang. Parce que dans une meute de loups, il y a le mâle alpha, la femelle alpha, c'est certain, mais c'est le groupe qui est important. Puis quand un loup se ramasse tout seul, un loup solitaire, hein, des fois on va en parler, nous autres, d'un loup solitaire, quelqu'un qui est plus isolé ou encore qui veut travailler seul de son côté. Mais sachez qu'un loup solitaire meurt parce qu'il ne va pas vivre longtemps, parce que ça prend la meute pour l'aider. Hey, ces petites bêtes-là, ça chasse le chevreuil, ça chasse ce que vous appelez vous autres l'élan, nous autres le rien, ça chasse le bison. Alors, il faut qu'il soit une bande pour le faire. Donc, c'est important. Fait que là, je dis, la meute de la faim, manger,
Parce que c'est ça qui est important, c'est de manger. Puis c'est très social. Puis là, je vais vous nommer des petites citations ici et là que j'avais trouvées très mignonnes avec le temps, mais que j'utilise beaucoup moi-même, puis à d'autres aussi. Il y en a une que j'aime beaucoup qui dit, c'est « Tu apprends et tu survis ou tu ne vis pas longtemps ». Ça, c'est Robert Heinlein qui, lui, écrivait justement des ouvrages de science-fiction. Mais j'avais trouvé ça intéressant parce que si tu n'apprends pas, là, tu ne vas pas vivre longtemps. Comme ce qui se passe présentement avec les changements de conditions climatiques, si on n'apprend pas de nos erreurs, on ne va pas vivre longtemps. OK? Il y a autre chose, une autre citation, ça c'est ma fille, elle est tout le temps en train de dire ça. Ma fille, la plus vieille, est une prof, elle enseigne, elle, à des élèves en difficulté d'apprentissage, mais elle est tout le temps en train de dire, sois utile à la meute. Okay? Sois utile, c'est ça qui est important. Alors, il faut qu'on soit tous utiles. C'est drôle parce que je m'en viens un peu philosophique, et puis pour laisser un message, évidemment. Et l'autre aussi que j'aime beaucoup, ben ça, c'est que chacun contribue à la survie de la meute. Et le dernier message, entre autres, que je veux vous laisser avant ma dernière diapositive, c'est nous sommes plus de 8 milliards de loups dans notre meute. OK? Alors, c'est ça qui est important, les 8 milliards. Et il faut, puis là, ici, je fais juste parler des loups, je fais juste parler des humains. Il ne faut pas oublier si moi, je regarde la fenêtre, ici, par la fenêtre, je regarde tous les arbres, les roches, je regarde les voitures qui passent, je regarde les insectes et tout. C'est très important. Alors, ben là, comme je vous ai dit, moi aussi, j'ai une petite ferme, c'est vraiment pas, on ne s'énerve pas, c'est juste 28 hectares. Il y en a qui vont dire, ah, c'est immense. Non, non, parce que nous autres, on parle en termes de centaines, de milliers d'hectares pour plusieurs. Là. Moi, je n'irai pas jusque-là. Mais je vais juste vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Je suis en Ontario, OK? Puis regardez un peu la lecture du territoire. Comme vous pouvez voir, il y a des forêts. Ça c'est un coin, il y en a plus de forêts, mais en fait, il n'y en a presque pas. Et puis, présentement, les cultures principales sont du maïs et du soja. Et moi, ma terre, elle se situe ici. Puis j'ai une petite bouchée là, qui est prise, qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais juste pour vous montrer un tout petit peu, elle a 1,5 km de long. OK? Puis j'essaie de me souvenir 200 mètres de largeur. OK? Et puis, moi, ce que je fais, c'est que la section ici et l'autre ici, je la loue et je travaille justement avec un agriculteur parce qu'on décide qu'est-ce qui pousse quand. Et ça m'aide à payer tout ce qui est en rapport avec mes dépenses au niveau des taxes municipales. Mais le restant, j'ai des forêts de conifères, dont des cèdres, j'ai des forêts de feuillus aussi, et j'ai un champ de 1 hectare où j'appelle ça ma plate-bande, et justement, je travaille entre autres de la recherche sur une espèce invasive parce que j'ai eu à réfléchir. À un moment donné, j'ai une espèce, ça s'appelle le poivre d'Amérique, le Xanthoxylum americanum, qui est invasive. Et je me suis dit, ben, plutôt que de la couper et de mettre des herbicides tout partout, ben, est-ce qu'on peut s'en servir? Parce que l'approche, justement, de la survie, hein, qu'on parlait, pourquoi tout démolir? Pourquoi pas voir est-ce qu'on peut s'en servir? OK? Alors, j'ai cette plante-là et je fais des travaux, là, justement, sur le sujet. C'est quelque chose qu'on peut en parler. Et j'en ai une autre plante aussi qui s'appelle du panais sauvage. Et cette plante-là nous provient de l'Europe. Les gens l'ont emmenée chez nous parce qu'elle était jolie. Mais le problème, c'est que c'est du panais, ça se mange, OK, comme du panais, ça fait une carotte. Mais lorsque la tige touche à la peau et que la peau est exposée au UV, ça nous brûle la peau au 2e degré. Alors, bon, ben là, je suis encore essayé de trouver. Habituellement, les gens utilisent des herbicides, mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors, ben là, c'est ça. C'est que moi, je vous dis miigwech, qui veut dire merci, en Anishinaabe Mowen. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je vais arrêter de partager et j'espère que je suis dans les temps. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce témoignage d'expérience qui ne manquera pas aussi, j'imagine, de nous faire écho par certains côtés et de nous faire réfléchir aussi à nos pratiques. C'est le but. Voilà, je vais peut-être... je vois qu'il y a des petits claps dans les écrans. Merci. On va peut-être redonner déjà la parole à Orane, déjà, pour un premier mot de conclusion de cette première partie. Oui, merci. Merci beaucoup, Joanne, pour cette découverte, cette exploration de l'agriculture canadienne et de cette approche pédagogique tout à fait originale.